Allez, bonjour à toutes et tous. Très heureux de vous accueillir à l'occasion de ce temps d'échange dédié aux politiques sportives et en particulier pour Landaise à un sujet qui nous paraît essentiel, qui est celui évidemment des politiques sportives au carrefour des solutions. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant à l'occasion de ces tables rondes. Et je remercie les participants à cette table ronde que je vais présenter. Je commence en disant que je suis Vincent Saulnier, secrétaire général de Landaise. Je suis élu local en Mayenne. Et donc je serai accompagné pour porter cette réflexion, le sport au carrefour des solutions, par deux de mes consoeurs. D'une part, Elisabeth Delamoy, adjointe au maire de Orsay. Catherine Léonidas, adjointe au maire de La Rochelle. Et puis nous sommes accompagnés de deux représentants éminents des fédérations, d'importantes fédérations françaises. Premier chef, monsieur Jean-Pierre Inclerc, président de la Fédération française de basketball. Et puis Jordan Roux, vice-président de la Fédération française de rugby en charge des territoires. En propos introductif, je voudrais vous donner quelques éléments qui, pour nous, à Landes, réseau des élus en charge des collectivités, et en tout cas en charge des sports dans les collectivités, quelques éléments qui ont milité pour qu'on retienne ce principe du sport au carrefour des solutions. On le sait, chacun le sait, on s'inscrit dans un contexte au seuil de ces élections municipales extrêmement anxiogène, complexe. J'aime à dire, pour porter une image climatique, que nous sommes aujourd'hui dans l'hiver budgétaire et que le prochain mandat est sans doute celui de la période glaciaire. Pour autant, au-delà de ces éléments de climatologie et de météorologie budgétaire, il nous semble important de rappeler que, là aussi, même si les enquêtes d'opinion, parfois, tendent à montrer que, dans le cadre des éventuels arbitrages que les futures équipes municipales seront amenées à conduire dans les prochains mois, souvent on a le sentiment que, aisément, on est enclin à vouloir raboter un certain nombre de variables d'ajustement. Vous les connaissez souvent. La culture, le sport. Et évidemment, pour nous, cette question, elle interpelle. Et on veut, de ce point de vue, poser et renverser l'analyse et l'approche en mettant en avant le fait que quand on analyse finalement les priorités que portent les Français à l'endroit de ce qu'ils attendent des élus dans le cadre des élections municipales, c'est principalement trois choses. La première qui ressort sont les enjeux de sécurité et de prévention. Ensuite, vous trouvez les questions relatives à l'éducation et au parascolaire. Troisième item, les enjeux relatifs à la cohésion. Cohésion sociale, cohésion territoriale dans le cadre des aménagements. Et puis on peut même ajouter à cela, là aussi dans le top 5, les enjeux relatifs à la santé. Une fois que vous avez posé ça, et que simultanément vous constatez que en bas de classement on retrouve la culture et le sport, eh bien en fait la bonne interrogation qu'on doit avoir à notre sens, en tout cas c'est l'approche que nous avons à Landes, c'est de dire mais quels sont les meilleurs moyens pour assurer des enjeux de prévention en matière de sécurité publique? Quels sont les meilleurs moyens de prévenir et d'améliorer la santé du grand public, la santé des plus jeunes au regard des défis de sédentarité? Quelles sont les réalités relatives aux enjeux de cohésion sociale et du vivre ensemble? Eh bien, très vite, ce qui ressort, ce sont les questions relatives aux politiques de culture et de sport. Et si on va plus loin, et je termine pour le propos introductif là-dessus, dans l'analyse que vous avez, en tout cas de présentation que porte l'AMF dans le cadre, vous le savez, de l'étude annuelle qui est faite par le CEVIPOF, là aussi quelque chose d'assez documenté, qui objective un certain nombre de réalités. Je veux prendre en exemple cette réalité sur ce sondage qui démontre que dans la priorisation et les coupes éventuelles que les maires seraient amenés à faire, ça a été posé par
le CEVIPOF dans le cadre de la demande de l'AMF. Et qu'est-ce qui ressort? C'est que spécifiquement en ce qui concerne le sport, là aussi, ça a été entendu de la part des élus locaux que vous êtes, candidats ou élus sortants. Et le chiffre que je vais vous donner, c'est le suivant. C'est que justement, si on veut limiter les coupes, eh bien, les Français, eux, ils jugent que le sport, ça peut aisément être coupé. Ils sont 27% à le dire. Mais quand on interroge directement les élus que vous êtes seulement 6% à le positionner. Ce qui fait que le sport, finalement, pour les élus locaux, ressort comme la troisième priorité des enjeux du prochain mandat. Voilà les éléments introductifs que je voulais poser pour vous dire qu'encore une fois, un des défis majeurs, c'est que le sport, il est au carrefour de multiples solutions. C'est le meilleur véhicule, le meilleur vecteur, vous le savez, pour porter des réponses, des actions concrètes. Et je vais remercier chacune et chacun des intervenants pour justement l'illustration, le témoignage qu'ils vont porter pour attester de cela. Et donc, si vous voulez bien, on va commencer par nos collègues élus locales. Je vais commencer par Elisabeth. Après, on alternera. C'est absolument, comme le dit Jean-Pierre, c'est la galanterie française. Donc, on va commencer auprès de Elisabeth pour évoquer avec toi le fait que Orsay, dans le cadre de sa politique sportive, elle a clairement identifié un sujet majeur en matière d'éducation. Et ça me semble intéressant que tu puisses nous porter à connaissance au moins ce témoignage pour expliquer un peu ce qui a été conduit et la façon dont justement tu as utilisé le vecteur du sport pour avoir un levier pertinent et efficace. Je ne sais pas si je vais arriver à répondre à ça. En tout cas, parce que donc on est une ville de 17 000 habitants dans la vallée de Chevreuse, donc en région Île-de-France, avec des installations sportives nombreuses mais vieillissantes, avec un tissu associatif très important et notamment voilà, au niveau éducatif, je pense que tu fais allusion à nos éducateurs sportifs qui interviennent dans les écoles. Alors c'est pareil, c'est historique, c'est très ancien. Ça fait très longtemps qu'on fonctionne comme ça. On a une piscine, enfin un stade nautique. Donc vous voyez les enjeux aujourd'hui. Moi, je suis sans cesse en train de défendre mon stade nautique parce que, évidemment, ça coûte. Problème énergétique, c'est une piscine qui date de 1968. Genre Gerpiam, et voilà, et on n'a pas de sous pour la rénover. Donc, je vous explique pas les difficultés, d'autant plus qu'on a un bassin nordique qui fait la spécificité de notre installation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on propose à toutes nos classes, et ce depuis très très longtemps, de la natation, de la grande section jusqu'au CM1. Et toutes les semaines, donc des séances hebdomadaires. Voilà, je ne sais pas si vous voulez faire allusion à ça. On a d'autre part aussi au niveau terrestre des interventions dans les écoles de la part de nos éducateurs sportifs. Sur les 5 périodes scolaires, on offre 4 périodes d'encadrement avec les éducateurs sportifs et avec des projets divers et variés. On fait du savoir rouler, etc. En tout cas, on le voit, un enjeu, on va dire, plus classique, mais qui fait de l'éducation et des savoirs fondamentaux à la voie, le savoir nager. On n'a pas évoqué le savoir rouler, mais on sait aussi que vous êtes mobilisé là-dessus. Peut-être un point particulier, parce que là aussi, ça définit Orsay, c'est l'engagement à l'endroit de l'université. On sait que vous êtes là aussi une terre universitaire assez exceptionnelle en matière de recherche française. Là aussi, ça peut être intéressant que tu nous fasses part un peu de l'articulation et la façon, finalement, la collectivité, dans le cadre de son dialogue avec l'université, a porté quelques politiques, là aussi, d'attractivité. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui est identifié. C'est pas si évident que ça. Donc sur le territoire, on avait la faculté d'Orsay depuis très très longtemps.
les relations n'étaient pas toujours si évidentes que ça. Il y avait une association sur la fac avec qui on travaille beaucoup, hein, qui intervient, qui vient aussi dans nos installations, où il y a vraiment une synergie qui se fait. Sinon, les éducateurs sportifs, parce qu'on a un STAPS, interviennent dans certaines de nos associations, mais on n'a jamais vraiment réussi à avoir vraiment travaillé ensemble et avoir une coordination avec la municipalité. Aujourd'hui, donc, on a le projet d'intérêt, une opération d'intérêt national qui se fait sur notre plateau. Donc, on va avoir un quartier supplémentaire, donc une augmentation importante de notre population. Et c'est un quartier essentiellement avec des grandes écoles, l'université, mais aussi des habitants, hein, heureusement. Et puis, donc, énormément d'étudiants. L'université, maintenant, s'est construite des installations. Donc, voilà, où nous, on va travailler pour pouvoir aussi en disposer et travailler essayer de travailler d'une manière plus importante. Donc, merci pour cet éclairage. On va passer à La Rochelle. Oui. Catherine Léonidas, là aussi, on le sait, la ville de La Rochelle est largement mobilisée comme un grand nombre de collectivités sur les enjeux du sport depuis longtemps, en particulier dans une démarche de planification, là aussi qui démontre justement l'intérêt de faire du sport un carrefour de solutions autour des défis de la santé, des défis du handicap. Un peu quelques exemples, Catherine, là-dessus ? Oui, alors bonjour à toutes et tous. Moi, je vais vous parler d'un dispositif, d'un partenariat que nous avons avec l'ANS, et ça s'appelle la Team Go Girls. En fait, il s'agit de faire participer nos jeunes filles des quartiers prioritaires. Nous avons 3 quartiers prioritaires, de les faire participer à de l'activité physique quotidienne. Et pour ça, elles reçoivent avec les parents, hein, sur leur téléphone, des petits défis. Le petit défi, c'est d'aller faire le tour du lac, c'est d'aller chercher le pain à pied. C'est des choses très, très basiques, mais qui sont faciles à réaliser. Et puis ensuite, le deuxième pilier... il y a un deuxième pilier qui s'appuie sur l'école élémentaire. À l'école élémentaire, il y a un kit pédagogique qui permet là aux filles et aux garçons d'occuper l'espace de la cour et de travailler en concertation avec l'enseignante et les enfants. Et surtout, nous, c'est là qu'on intervient, c'est de proposer à ces jeunes filles, à travers nos clubs de quartier, de proposer des créneaux spécifiques pour ces jeunes filles de 7 à 14 ans. Alors elles viennent soit dans les créneaux normaux attribués aux clubs, ou bien parfois les clubs proposent des créneaux spécifiques. Alors quand je parle de club, on a de tout, hein. On a évidemment du hand, du basket, on a du squash, on a de la capoeira, on a de la gym, du judo. Et on avait commencé avec l'ANS, on était une ville pilote, on avait commencé entre février et juin 2025. Ça a concerné une cinquantaine de filles. Pour ça, il faut aussi que le service des sports soit inclus dans le travail. Et on s'est appuyé sur un collectif d'associations pour la coordination de ce dispositif. Là, par rapport à la question que tu poses, Vincent, on est sur plusieurs carrefours, puisque on est sur l'accès aux droits, la lutte contre les discriminations. On est dans le label Cité éducative également. Évidemment, c'est de l'éducation, sport et jeunesse. Mais c'est aussi la santé, la solidarité et l'égalité des chances. Donc on est vraiment là dans ces politiques publiques. Ce dispositif, il a bien fonctionné. Et donc on a décidé, là, à partir du mois de septembre, on l'a mis sur nos 3 quartiers prioritaires. Cette fois-ci, on a 200 familles qui sont inscrites. On a 240 jeunes filles qui participent, alors plus ou moins régulièrement. Et là, cette fois-ci, on a choisi la formule à la fois d'alterner les créneaux c'est à peu près 25 clubs, hein, qui se sont engagés dans ce dispositif Team Go Girls, 25 fédérations en fait. On a même notre club de tir sportif qui est venu. Moi, je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Et puis non, il y a des filles qui sont allées. On a évidemment le club de boxe, etc., des quartiers. Et donc, maintenant, ce sont 240 jeunes filles qui viennent soit donc sur des créneaux proposés par le club avec les autres enfants,
ou bien des créneaux spécifiques pour une découverte, pour une première approche. Et puis ensuite, on fait dans l'année, on fait 4 grands rassemblements. On en fait un dans chacun des quartiers prioritaires, où là, on mélange tous les clubs qui proposent. C'est une animation qui dure toute la soirée. Et là, à nouveau, les jeunes filles peuvent essayer toutes les disciplines. Le but, c'est que, et ça s'est passé 2 ou 3 fois, c'est qu'elles choisissent, qu'elles découvrent une activité et qu'elles aillent après s'inscrire dans le club. Et la première fois qu'on a fait la première rencontre en février, il y a une jeune fille, dès le lendemain, elle est allée s'inscrire au handball. Et là, l'autre jour, c'était le tir sportif. Moi, j'étais, comme je vous l'ai dit, très, très perplexe. Et en fait, la jeune fille, elle voulait absolument faire du tir sportif. Et le lendemain, c'était un vendredi, le samedi, elle est allée s'inscrire. Juste pour terminer, donc il y aura 4 grands rassemblements dans chacun de leurs quartiers, mais aussi, vous connaissez la difficulté des quartiers à venir plutôt dans les quartiers centre-ville. On va faire aussi, Monsieur le Président, on va faire aussi une grande journée dans notre salle de basket en centre-ville pour que ces jeunes filles aussi, elles prennent l'habitude de venir d'aller ailleurs que dans leur quartier pour trouver des activités physiques. Voilà, merci. Merci pour ce témoignage. Là aussi, qui atteste que voilà, le sport est un excellent véhicule pour répondre à d'autres enjeux au-delà du défi de la mixité et des problématiques de discrimination qu'on peut constater. Monsieur Jean-Pierre Inclair, la Fédération française de basket est elle aussi largement mobilisée autour du vivre ensemble dans les pratiques, on le sait, au-delà des sujets communs que nous avons sur les infrastructures, le développement du 5-5 ou du 3-3. Là aussi, c'est intéressant que la parole fédérale montre que dans un projet sportif local, dans une politique sportive locale, là aussi, le club, dans son émanation fédérale, il démontre qu'il est aussi force de proposition, en action, et il nous porte un certain nombre de propositions. Et c'est intéressant que du côté de la fédération, on puisse avoir un peu cette expression de comment vous appréhendez le vivre ensemble au-delà de la seule pratique sportive. Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, le vivre ensemble, on doit développer toutes ces activités-là à travers le 5-5 et le 3-3. On a différentes activités. Bon, le basket santé qui nous a été créé à l'époque réellement par rapport à la loi du sport sur ordonnance, c'est-à-dire que c'est des formations qui sont validées par le ministère de la Santé, donc qui sont très complexes. Et aujourd'hui, on est en train de travailler également sur ce que moi j'appelle le sport bien-être, c'est-à-dire qui est un petit peu moins contraignant au niveau des formations pour nos clubs, pour nos dirigeants, et qui va permettre de faire des activités alors qui se relient à la santé. Particulièrement aujourd'hui, on a un peu plus de 200 clubs en France qui ont des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui souffrent d'obésité et qui donc pratiquent du basket d'une manière appropriée pour leur permettre de retrouver une activité plus adaptée. On travaille également beaucoup sur le basket inclusif. Donc le basket inclusif, ça nous permet de faire travailler dans nos clubs soit directement du handisport, soit également du sport adapté. On a beaucoup de clubs aujourd'hui avec des éducatrices spécialisées qui travaillent sur l'autisme. Et l'autisme, le basket apporte beaucoup aux autistes, souvent d'ailleurs en parallèle des écoles de mini-basket. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire une liaison entre les jeunes basketteurs de 7-8 ans et les personnes qui souffrent de l'autisme, jeunes ou un peu moins jeunes. Donc là, c'est des choses importantes qu'on développe avec des éducatrices spécialisées. Il y a beaucoup de clubs d'ailleurs dans les Pays de la Loire qui travaillent là-dessus, à ce niveau-là. Et puis dans l'inclusion aussi, on a une nouvelle pratique qui vient d'Italie, mais qui est beaucoup développée dans les Pays de la Loire. C'est ce qu'on appelle le baskin. C'est-à-dire c'est une activité basket avec des gens qui sont en fauteuil et des gens valides qui jouent ensemble sur un même terrain avec des règles particulières et adaptées et qui permettent justement cette inclusion-là, c'est-à-dire de permettre aux gens de... Et ça me paraît important parce qu'une des difficultés qu'on a que rencontrent les gens pour faire du sport handicap, c'est les distances, puisqu'il y a très peu de clubs et donc il faut qu'ils se déplacent à des longues distances. Donc d'intégrer ça au sein de nos 3890 clubs sur le territoire, ça peut permettre de réduire des distances pour que ces gens-là puissent pratiquer. Ensuite, il y a une chose, je vais aller rapidement, mais qui moi me tient beaucoup, c'est l'insertion. Alors l'insertion qu'on peut dire fermée sur elle-même, mais qui est pour ouvrir, c'est l'insertion par le sport, pour le sport, mais surtout l'insertion par le sport pour une première, deuxième, troisième ou quatrième chance. Et à cela, on y a accouplé depuis le début de mon mandat
une commission entreprise, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des entreprises, PME, PMI, grands groupes, déjà pour leur demander quelles étaient les problématiques qu'ils avaient pour faire du sport au sein de l'entreprise. On a découvert des entreprises qui avaient construit leur propre terrain de 3-3 à l'intérieur de leur entreprise. Et déjà, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est qu'il ressort que, par exemple, pour des entreprises qui font du sport en entreprise depuis maintenant une dizaine d'années, le taux d'absentéisme a baissé de plus de 35% dans l'entreprise par le fait qu'ils puissent pratiquer. Et à travers ça, ils ont monté des opérations qui descendent du job dating, c'est-à-dire de faire des formations. Donc ils prennent des jeunes qui sont ou moins jeunes, qui sont en recherche d'emploi, et ils font des formations qui sont accouplées à des entreprises. Et globalement, 30 à 40%, voire 50% de ces gens-là trouvent un travail au bout des 4 mois de formation. Et ils ont monté un vrai département de formation au sein de leurs entreprises. Donc ça, on va le développer maintenant sur les territoires pour que nos clubs puissent rencontrer les entreprises, discuter avec eux, travailler avec eux, parce qu'ils ont des problèmes, il leur manque des éducateurs, il leur manque aussi des créneaux. Mais là, les créneaux, mon cher Vincent, ça ne va pas t'embêter, parce que c'est plutôt dans des périodes où il y a pas, les salles sont à peu près disponibles, voire les terrains extérieurs, puisqu'ils sont prêts à travailler sur les terrains extérieurs. Et rappelez quand même que dans le basket aujourd'hui, il y a un peu plus de 900 terrains de 3-3 qui ont été construits en France, grâce tout particulièrement aux collectivités locales qui ont développé ça, qui les ont financés en partie, aidés aussi par l'ANS avec le plan 5000 équipements. Nous, la fédération, on avait mis le pied à l'étrier en finançant des buts de basket sur les 150 premiers terrains, et puis surtout les 2000 playgrounds qui existent en France et qui va nous permettre de développer des activités sur ces terrains-là. Et là, c'est plutôt des éducateurs qui vont aller au contact des jeunes qui pratiquent, parce qu'il y a du monde toute la journée sur ces terrains, et bien pour les amener peut-être, pas nécessairement à rentrer dans un club, mais à faire une activité basket peut-être un peu plus coordonnée et mise en place avec quelques aussi, pour permettre, parce que je le dis en conclusion, le sport quand même est une garantie aussi quand même d'apprendre les règles de la vie, d'apprendre certains respects, certaines choses, et les clubs travaillent beaucoup, et j'en profite pour saluer tous les bénévoles qui sont à la tête de nos clubs, d'ailleurs de tous les sports en général, parce que sans eux, je pense que le sport n'existerait pas aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. On va passer à une autre fédération, là aussi largement mobilisée autour des enjeux sociétaux, au-delà de la seule pratique. On sait que la Fédération française de rugby a une ambition de fédération à mission. Là aussi, c'est un format assez exceptionnel. Je vais laisser la parole à Jordan Roux, qui est vice-président en charge des territoires, pour nous montrer là aussi la façon dont la Fédération française de rugby, au-delà de sa pratique sportive, de ses enjeux de compétition, de formation, elle s'est mobilisée à l'endroit de ses clubs, et en particulier sur une démarche, et en tout cas un sujet qui nous percute tous, on le sait, que sont les changements climatiques, et la façon dont dans la pratique sportive on peut adapter au quotidien nos démarches. Et peut-être là aussi un peu ce témoignage général, et puis cet exemple à l'endroit des enjeux et du défi environnemental. Merci Vincent, bonjour à toutes et à tous. La présence de la Fédération Salon des Maires, elle est là aussi pour présenter ses initiatives, mais aussi pour montrer qu'on peut collaborer avec d'autres disciplines pour faire avancer le sport. Et je crois que tous ensemble, on a un défi. On parlait des 1% du budget du sport, mais je m'excuse d'introduire par ça, mais c'est une priorité, parce que si demain on veut continuer à avoir une société qui avance et qui rassemble et qui fédère, on est obligé de travailler en commun. Donc c'est toute la réussite. Le sport, sans vous, sans les collectivités, sans l'ANS à l'heure actuelle dans son fonctionnement sur l'aide à l'investissement, on est en difficulté, donc il faut qu'on s'organise et qu'on se structure. La fédération, tu le disais Vincent à juste titre, a engagé une démarche de fédération à mission, parce qu'on est persuadé qu'on a, dans une société qui est fracturée actuellement, on a des enjeux sociétaux, éducatifs et citoyens pour transformer les hommes et femmes de demain et de les accompagner sur un champ qui n'est peut-être pas le nôtre en tant que fédération sportive, sur l'emploi, l'éco-responsabilité, la transition écologique, le respect, tous ces éléments-là, que les piliers famille et les piliers école aujourd'hui sont en difficulté. Donc on a lancé 3 gros projets qui sont les nôtres et que je vous présente aujourd'hui. C'est un dispositif qui a été inventé par la Ligue régionale des Hauts-de-France d'athlétisme, qui est le Stade vers l'emploi, qui aujourd'hui fédère des demandeurs d'emploi et des entreprises. Ils sont dans l'anonymat le matin, pratiquent le rugby ou la discipline en l'occurrence choisie, déjeunent ensemble. Ensuite, on fait la levée de l'anonymat avant de partir sur des job dating. Aujourd'hui, sur l'ensemble de 2 saisons de réalisation, c'est 15 000 demandeurs d'emploi qui ont retrouvé une formation ou un travail après une intervention rugby. Donc nous, on est plutôt satisfait de cette ambition-là. On veut même la multiplier, puisqu'on va chercher, aujourd'hui on est la seule fédération à le faire, des partenaires privés
qui finance ces job dating directement pour pouvoir répondre aujourd'hui aux dispositifs d'État. Ensuite, on a le volet de tout ce qui est le sport santé. On s'est structuré, comme le disait tout à l'heure le président du basket. C'est vraiment l'ambition de se dire qu'au-delà de la pratique compétition qu'on a toutes et tous dans nos fédérations, c'est comment on va construire, on va chercher des publics qui sont éloignés de la pratique. Donc là, on va parler des personnes qui ont plus de 40-45 ans aujourd'hui dans la discipline rugby, ou des personnes qui aujourd'hui sont éloignées par leur handicap de la pratique rugby. Donc on va mettre en mixité des gens qui ont des situations de handicap ou des jeunes de nos écoles de rugby. On va mettre en parallèle plein de dispositifs qui permettront à chacun d'être dans une forme d'inclusion, mais qui soit la plus naturelle possible. L'idée, c'est pas de montrer du doigt le handicap, mais c'est de faire de ce handicap non pas une contrainte, mais une force. Aujourd'hui, dans un sport comme le nôtre qui fédère et qui est, et je l'espère, et je le dis devant mes collègues des autres fédérations, le sport le plus médiatisé de France, on en profite un peu, mais on subit aussi les aléas de ça. Donc, mais il faut qu'on soit fort sur ce sujet-là. Et le troisième volet, c'est le volet des infrastructures. Aujourd'hui, le parc des infrastructures rugby, c'est des années 70-80 pour les premières et les années 90, début des années 2000. Donc c'est-à-dire qu'elles ont entre 30 et 50 ans en moyenne d'existence. Et je me suis posé la question, je suis licencié au club de Vannes, et quand le trésorier du club qui a 73 ans me dit bah Jordan, regarde là, il y a 47 ans que j'étais assis dans la même place, au même vestiaire, sur le même banc, ça me pose quand même des questions. Je me dis que dans l'évolution de nos infrastructures, il faut qu'on évolue. Donc on a mis en place un plan sur 3 gros piliers qui sont importants pour nous et comment on peut être des solutions pour les collectivités. La première, c'était un plan post-Coupe du Monde 2023 héritage qu'on a mené en commun avec l'ANS sur 10 millions d'euros à disposition des collectivités sur l'investissement. Par contre, on a fait un choix, c'est de ne pas investir dans de grosses infrastructures. Aujourd'hui, la priorité qui doit être la nôtre et la vôtre, c'est de rénover l'existant. Si d'abord on arrive à faire ça, on aura déjà gagné les défis de demain. Donc ça, c'est le premier pilier qu'on a mis en avant aujourd'hui sur 3 grosses notions principales. La féminisation. Aujourd'hui, le rugby, c'est 15% de féminisation de ses effectifs, 30% sur les Outre-mer, qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui dans le dispositif. Donc c'est un enjeu très important et avec beaucoup de vestiaires qui communiquent. On a des vestiaires avec des douches communicantes, donc on est en difficulté au milieu. Donc ça, c'est le premier volet des infrastructures. On a renouvelé avec l'Agence nationale du sport le même dispositif sur 2025 pour accompagner là aussi 74 dossiers. On est très fiers. 280 collectivités auront bénéficié de cet accompagnement sur cette première tranche de travaux. Le deuxième partie, c'est la rénovation énergétique. Et on s'est posé la question comment le sport pouvait accompagner les collectivités dans la rénovation énergétique. Et il existe en France quelque chose qui est magnifique qui s'appelle l'impôt pour les obligés, ça s'appelle le C2E, le certificat d'économie d'énergie. Et on oblige les grosses sociétés pollueurs de financer ce dispositif-là. Et donc nous, on a un partenaire majeur à la Fédération française de rugby en pleine transformation énergétique qui s'appelle Total Energy et qui bosse avec nous. Donc en fait, on a mis un grand plan à travers les clubs et les collectivités qui, pour 98% de nos installations, sont propriété des collectivités. Donc on a développé un plan avec eux. 250 communes se sont joints au dispositif. On a signé déjà 18 conventions C2E de rénovation énergétique. Donc on accompagne les communes aujourd'hui dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments. La Fédération française de rugby, en lien avec les autres fédérations, travaille, elle, et notamment celle du foot, sur les C2E, c'est 5 fiches différentes de prise en charge. Il y en a une 6e qui est en cours de construction et dont la Fédération française de rugby porte. C'est l'éclairage public, puisqu'on sur les terrains, c'est un enjeu aujourd'hui d'éclairage des espaces de grands jeux. Donc la Fédération porte ce dossier-là pour créer une 6e fiche C2E et venir rénover l'éclairage de nos installations pour le passer en LED. 1, c'est des économies d'énergie. 2, on est plus éco-responsable. Et 3, on met de la modernité dans nos installations. Et le dernier volet, et je finirai là-dessus, c'est ce petit livret qui est à votre disposition, messieurs, mesdames des collectivités. C'est comment bien faire l'entretien de son stade, dont vous trouverez toutes les bonnes pratiques sur cette slide-là qui est en mode poster. Mais de l'autre côté, c'est pour nos amis qui sont directeurs et directrices des services des sports ou de l'entretien. Vous avez toutes les conditions d'entretien des terrains de rugby, qu'ils soient de foot, qu'ils soient terrain mixte avec le foot ou hybride ou synthétique ou herbe, avec les quantités d'eau, l'engrais, etc. Tout ce qui peut être fait dans les nouvelles normes, de façon à ce qu'on puisse là accompagner les collectivités à la transformation et accompagner nos clubs dans l'utilisation de nos installations. Donc c'est un livret qu'on tient à votre disposition et qui est disponible. Et bien évidemment, je crois que plus que jamais, et je laisserai la parole ensuite, je te redonnerai la parole, il faut qu'on fasse front collectivement. Le sport est à un tournant.
aujourd'hui de son fonctionnement. Et si on n'est pas tous ensemble pour faire en sorte que le sport évolue, on sera en difficulté. Donc chacun a un rôle à jouer. Les fédérations ont leur rôle à jouer. Les clubs, quand je dis les fédérations, c'est les clubs, comités départementaux, ligues régionales. Mais on a aussi avec les collectivités qui sont le premier partenaire majeur des clubs cette priorité-là. Donc c'est un enjeu fort pour nous. Donc merci à toutes et à tous. Merci. Voilà, vous l'avez compris, je suis désolé, on est pris un peu par le temps, mais ça nous semblait intéressant à l'occasion de cette table ronde de vous montrer encore une fois que le sport, au-delà du fait qu'il nous rassemble, il nous fédère autour tout simplement le plaisir de jouer, le plaisir de partager, c'est aussi un véhicule exceptionnel, un défi pour répondre à plein de solutions de nos sociétés dans toute une série d'actions, de domaines. Ils ont été ici rapidement présentés à l'endroit du défi sur la féminisation, des problématiques liées à l'emploi, des défis qui sont posés par les étudiants à l'université. On est très très mauvais au niveau national et international, vous le savez, quand on parle de sport universitaire. Et puis évidemment, à l'exemple de tout ce qui a été démontré par la Fédération française de rugby, la façon dont on veut appréhender cela, encore une fois, plus que jamais, militants du sport, nous croyons à cette démarche. Et je vais conclure tout simplement en vous disant et en vous invitant les uns et les autres, au seuil de ces sélections municipales, à appréhender ce sport à 360 degrés en portant un outil, donc une ambition, une méthode et un outil. C'est ce que porte l'ANDES, le réseau des élus en charge du sport, avec un dispositif que vous retrouvez aussi et qui a été aussi relayé par le plaidoyer du CNOSF pour le sport grande cause municipale. On a posé le principe du projet sportif local. Ce projet, il a pour ambition de fédérer tous les acteurs de l'écosystème qui se mobilisent et qui, au-delà, encore une fois, des seules pratiques, peut répondre à des enjeux et des défis plus généraux qu'on vient d'évoquer dans un format, encore une fois, à 360. Est-ce que sur ce principe, au-delà du fait qu'on vous invite les uns et les autres à vous saisir de ce sujet du projet sportif local, c'est la façon dont vous porterez la cause du sport dans le débat public au printemps prochain. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre participation cet après-midi à ce temps d'échange. Merci beaucoup.